Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de manoir. Je me suis dit, c'est l'automne, parlons peu, parlons bien, parlons manoir. Mon film préféré, c'est Crimson Peak. Et c'est de là que part un peu la réflexion. Parce que l'une des raisons pour lesquelles j'aime ce film, c'est son manoir. Absolument extraordinaire, fascinant, repoussant, tout ce que vous voulez. Je vous conseille vivement de le voir d'ailleurs, et pas que pour le manoir, je vous rassure. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que de manière générale, dans les livres ou dans les films, les manoirs sont aussi efficaces? Qu'est-ce qui fait comme ça que ça marche autant? Donc je vais essayer de vous emmener avec moi dans ma grande réflexion. Alors le manoir, mais qu'est-ce que c'est qu'un manoir? Ce qui est sympa, c'est que même si, là tout de suite, vous n'avez aucun titre de livre, aucun titre de film, et ben au fond, vous avez quand même une image du manoir. Et on a à peu près tous la même. Il fait vraiment partie de cette espèce d'imaginaire esthétique et symbolique. Un manoir, c'est une grande demeure, en partie vide, avec seulement quelques habitants à l'intérieur. C'est aussi ces grands portraits, vous savez, sur les murs. Et on sent bien le poids de cette histoire des habitants finalement précédents sur les habitants actuels. Il y a donc dans le manoir une densité, une épaisseur, qui fait que les époques se superposent et que le passé finalement maintient le présent dans un espèce de décalage avec le monde extérieur. Donc le manoir, c'est à la fois un refuge, mais aussi une prison. Par le poids de ses générations, mais aussi parce que c'est souvent un gouffre financier qui mène les habitants à une vie relativement austère. Donc le manoir, il a finalement un luxe qui est désuet. C'est celui d'une splendeur et d'une richesse disparue. Il y a donc avec le manoir l'idée comme ça d'une famille qui a été riche et florissante et qui devient décadente. Une espèce de déchéance morale et matérielle de la famille. Donc une fois qu'on a posé les toiles d'araignée, l'obscurité, le grenier, la petite tour et les bruits bizarres, qu'est-ce qui se passe? Le manoir, c'est aussi une histoire, c'est aussi toujours le même schéma. En général, on a une jeune fille qui arrive dans le manoir, qui ne connaît pas grand-chose à la vie, qui a été élevée au couvent, qui était orpheline, qui a été élevée dans une famille de pasteurs. Une éducation comme ça, morale, rigoureuse, l'importance des convenances. Et le manoir va être le lieu où la jeune fille, plus ou moins malgré elle, va laisser s'exprimer ses fantasmes, son imagination. En arrivant dans le manoir, elle va devoir s'intégrer à une équipe qui fonctionne déjà très bien sans elle. Il s'agit donc d'appréhender le lieu, un lieu nouveau, mais aussi des gens nouveaux et une structure sociale. Il faut trouver sa place. La narration est souvent à la première personne. Le lecteur est au cœur de la subjectivité du personnage. C'est la narratrice qui va raconter ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle entend, ce qu'elle déduit. Et cette narration à la première personne, ça crée une certaine connivence avec le personnage pour le lecteur. Parce que quand le personnage entend des petits bruits bizarres dans le grenier, etc., et pense que c'est par exemple un fantôme, le lecteur est lui aussi tenté d'imaginer tout ça avec elle, parce qu'il se dit que finalement, à sa place, il aurait sûrement eu les mêmes déductions. Il y a donc un espèce de pacte tacite qui s'installe entre le personnage et le lecteur, une espèce de connivence plus ou moins subie, qui fait que le personnage, et surtout le narrateur, emmène le lecteur avec lui. Cette situation typique est devenue un peu un cliché, ne nous mentons pas, et elle plonge parfois le récit dans le fantastique ou le gothique, le roman noir. En faisant ça, le récit bouscule les convenances et pousse le personnage et le lecteur parfois jusqu'au voyeurisme. En écho à cela, le manoir, c'est aussi le lieu de l'éveil de la jeune fille au monde social, mais aussi au monde de l'amour et de la sexualité. Compte tenu de son éducation, la jeune fille ne sait souvent pas grand-chose. C'est pourquoi elle s'entiche souvent du proprio, quadrasexy, égoïste, manipulateur, mais au fond pas vraiment méchant, auquel bien sûr elle ne peut pas prétendre compte tenu de son rang social. Et il incarne pour elle le prince charmant, l'homme bien élevé, l'homme qui a une situation, l'homme cultivé. Donc on a un fantasme littéraire et un fantasme aussi d'ascension sociale qu'elle sait évidemment impossible. Et l'archétype de ce schéma et de ce manoir, au fond, c'est surtout Jane Eyre. S'il y en a un à lire, pour vraiment, mais le truc, la ref, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Sans surprise, c'est l'histoire d'une jeune femme orpheline qui va devenir gouvernante dans un manoir avec un homme célibataire d'une quarantaine d'années, ses domestiques, pour s'occuper de la petite fille de la maison. Et je n'en dis pas plus. Le manoir a aussi une face positive.
une face lumineuse de cette famille aristocratique qui va bien, qui est saine, qui est toujours riche, avec des gens qui vivent dans le manoir. C'est le cas souvent dans les romans de Jane Austen. La maison, le manoir, est alors le reflet mélioratif de son propriétaire. C'est pour ça que c'est pas étonnant, au fond, que ce soit en voyant Pemberley que Elizabeth Bennet tombe amoureuse de Darcy. Ça en dit long quand même sur le pouvoir du manoir, je trouve. Maintenant qu'on a fait tout ce travail-là de définition, qu'on est épuisé, que notre petit cerveau fume de partout, il faut aller voir des spécialistes, parce que bon, j'ai eu beau sonder mon entourage, je ne dis pas qu'ils sont limités, mais on n'a pas fait des années de recherche sur la question. J'ai pris mon petit téléphone et j'ai ouvert Radio France et j'ai cherché des émissions qui parleraient de manoir. Pour moi, deux sortaient du lot, toutes avec pour invitée l'historienne Stéphanie Sauger, qui a écrit un livre sur les maisons hantées. Alors là, autant vous dire que c'était l'éclate. Donc le sujet des maisons hantées est vraiment lié au manoir, parce que cet imaginaire du manoir vient beaucoup de l'imaginaire de la maison hantée. Donc moi, je vais vous parler des éléments qui m'ont vraiment... qui m'ont interpellée, qui m'ont fait passer la réflexion au niveau sup. Donc je vais évidemment paraphraser ce que dit Stéphanie Sauger avec beaucoup plus de talent que moi. Le premier sont les origines du manoir, de la maison hantée. Pour ça, c'est au XVIIIe avec le gothique, le roman noir et cette tradition folklorique du château maudit. Le château, c'est aussi l'occasion, au XVIIIe siècle, de dénoncer les abus et les travers d'une noblesse déclinante. À partir de 1790-1792, les nobles sont partis donc de leur château, ont été éjectés gentiment de leur domicile, et leurs propriétés sont vendues sous forme de lots. Et ce thème des émigrés, et donc du démembrement de leurs propriétés et finalement de ces familles à travers elles, revient sous le thème littéraire du retour comme ça des nobles chez eux de manière un peu secrète. Si ce thème-là vous intéresse, je vous conseille Mauprat de George Sand, qui a été écrit au XIXe siècle mais qui parle du XVIIIe siècle. Le deuxième point majeur, c'est que le XIXe siècle constitue vraiment, et c'est le mot qu'elle emploie, la matrice de l'image de la maison hantée, et donc pour nous du manoir. C'est l'origine des représentations qu'on a encore aujourd'hui de ces deux thèmes. Pourquoi ? Parce que se développent en parallèle deux approches de la maison. La première, c'est qu'au XIXe siècle, le sentiment de propriété se développe et change avec comme ça cet aspect plus individuel. Et donc la maison devient le lieu dans lequel on a envie d'être, avec une importance accordée à la décoration, mais des tapisseries, des petits coussins, on a envie qu'il y ait de la lumière, on a envie que ce soit joli, que ce soit propre. Et donc comme repoussoir de ça, tous les lieux qui évidemment apparaissent sombres, poussiéreux, inconfortables, avec des bruits d'escalier craquants, etc. Tout ce qui au fond constitue notre imaginaire de la maison hantée et du manoir obscur. Il faut aussi comprendre, et ça elle l'explique vraiment bien, que le 19e siècle est vraiment mordu de maisons hantées. C'est vraiment un sujet important. L'Église s'en saisit avec des exorcismes. Il y a aussi la question scientifique, il y a des statistiques sur le pourcentage de chances que votre maison en soit hantée, si elle est comme ci, comme ça. Il y a les chasseurs de fantômes. Il y a vraiment la volonté d'élucider ce mystère-là. Et ce thème de la narratrice, de la jeune femme qui arrive dans une maison mystérieuse, peut-être hantée, on peut aussi en voir l'origine au XIXe siècle. C'est l'époque où on invite les jeunes femmes à prendre soin de leur maison. Évidemment, avec en tête par opposition les maisons hantées. À la fin du XIXe siècle, on considère de plus en plus les femmes comme responsables des maisons hantées. C'est parce qu'elles ne se sont pas assez bien occupées de leur maison que celle-ci est devenue hantée. Et un certain nombre de spécialistes de l'époque considèrent sérieusement, c'est pas le chelou du coin, que pour qu'une maison soit hantée, il faut qu'il y ait une jeune femme à l'intérieur, et c'est encore mieux si c'est une jeune femme de conditions modestes. Mais au-delà de ça, et là, c'est là qu'elle a chamboulé mon monde, qu'au fond la question c'est de savoir si la hantise vient du lieu ou de la personne. C'est-à-dire si elle est dans la maison, ou si elle révèle plutôt le hanté. La maison comme indicateur d'un trouble. Et voilà, la recette est prête, là. Moi, avec ces infos-là en plus, je pense qu'on tient le truc. Je sais pas à vous, mais là, moi, je trouve qu'on avance à une vitesse. Troisième étape, faire un petit tour. J'ai pris mes petits pieds, j'ai fait le tour de mes bibliothèques, ici et ailleurs. Je me suis dit, mais concrètement, maintenant qu'on a notre petit schéma imaginaire du manoir en tête, qu'est-ce qu'ils en font les auteurs ? À quoi ça leur sert en fait ? Donc là c'est le moment où je vous parle livre. Presque sans spoil. Vraiment un...
Alors j'aimerais bien qu'on commence par la postérité du manoir, donc 20e, 21e siècle. Avant tout, il me semble important de poser que la peur, si elle part du fantastique, elle passe ensuite plutôt vers les monstres au visage humain pour de plus en plus se loger dans la sphère de l'intime. Et c'est ça qui nous intéresse parce que la sphère de l'intime, c'est la maison et c'est aussi le manoir. Et pour moi, c'est l'un des paramètres principaux qui explique le fait que le manoir se retrouve tant dans l'horreur et le thriller. On va commencer avec le thriller, hein, si vous voulez bien. Le plus connu, évidemment, on sort l'éléphant, on dit pas ça, non. Par évacuer ce que tout le monde a en tête, Rebecca de Daphné du Maurier, qui reprend Jane Eyre sous forme de thriller. J'aimerais surtout vous parler, et ça me semble plus intéressant, de Sur ma peau de Gillian Flynn. Je vous fais un résumé rapide. On a une jeune femme qui est journaliste, qui n'a pas revu ni parlé à sa famille depuis longtemps. Et elle va, dans le cadre d'un article vraiment important pour elle, devoir s'y rendre à nouveau, donc dans sa ville du sud des États-Unis, où se déroulent des meurtres. Et donc elle va enquêter. J'en dis pas plus sur l'intrigue parce qu'au fond c'est pas ce qui nous intéresse, moi c'est vraiment le manoir et l'atmosphère autour de celui-là. Mais l'intrigue est sympa. Donc on a un déplacement du schéma typique dans le sud des États-Unis, avec des familles non plus nobles, mais aisées et élites de la société locale. On sent les riches proprios du sud qui vivent entre eux depuis un bon moment. Le manoir devient une maison familiale, mais coloniale, vous savez, les belles baraques bien blanches énormes. Là encore, hors du temps et où règnent les fantômes de l'histoire familiale qui continuent de hanter les vivants. Et ce manoir, enfin cette maison, mais tout comme un manoir, exerce une telle fascination symbolique que les personnages eux-mêmes l'ont reproduit en petit, en maison de poupée, pour la plus jeune des filles. Je vous invite vraiment à regarder la mini-série avec Amy Adams qui s'appelle Sharp Objects et qui est donc l'adaptation directe. Et c'est vraiment excellent, c'est moite, c'est lent, c'est sordide. Il y a vraiment une atmosphère du manoir qui, je pense, vous hantera pendant plusieurs jours une fois que vous aurez terminé la mini-série. Moi, ça m'a un peu traumatisée. La deuxième grande postérité du manoir, c'est quand même dans l'horreur. Là encore, on a plein d'exemples, mais moi j'aimerais surtout vous parler de La maison hantée de Shirley Jackson. Résumé rapide, c'est l'histoire d'une jeune femme qui n'est pas beaucoup sortie de chez elle et qui, exceptionnellement, va passer plusieurs jours et plusieurs nuits dans une maison dite hantée avec des inconnus. Ce qui est intéressant, c'est pas l'intrigue, hein. Franchement c'est hyper secondaire, c'est un peu un prétexte à une réflexion beaucoup plus intéressante. Ce que je trouve hyper réussi, et important pour notre petit sujet du jour, c'est le travail sur la subjectivité fait par l'autrice. Parce qu'en fait, c'est surtout l'histoire d'une femme qui sombre dans la folie. Pourquoi, comment, c'est ça qui nous intéresse. Comment le manoir et cette expérience extraordinaire pour elle cristallise ses peurs, ses névroses, ses fantasmes, ses frustrations. Et derrière toute cette horreur, il y a un sourire de l'autrice. Un sourire parce qu'il y a jeu littéraire, parce qu'au fond, il y a cet absurde de l'intrigue, de l'histoire, cet absurde de l'intériorité du personnage et cet absurde de la vie. Pour finir, j'aimerais qu'on parle de la postérité plus immédiate et vous parler de ces livres qui, très tôt, vont jouer avec ces codes, très tôt vont s'en moquer, mais vont aussi s'en servir pour les montrer, les exhiber et leur faire dire autre chose. Bon, alors l'exemple énorme, là encore, qu'on va mentionner tout de suite, c'est l'abbaye de Northanger de Jane Austen, avec cette jeune femme qui arrive dans un grand manoir et qui va se faire des films et chercher des preuves, vraiment la parodie du gothique. J'aimerais rapidement vous mentionner De grandes espérances de Charles Dickens. Dickens va nous montrer un manoir et sa propriétaire à travers deux regards différents. En fait, c'est la même personne à deux époques différentes. Donc on voit d'abord le manoir à travers les yeux de Pip quand il est enfant, donc il s'extasie en même temps qu'il est effrayé et fasciné par l'endroit et la personne. Puis, en tant qu'adulte, lorsqu'il regarde cette demeure et cette femme dans toute leur décrépitude, dans toute leur misère et dans tout ce qu'elles ont de pathétique. On a vraiment le mythe qui s'écroule, le cliché qui se délite. Et celui sur lequel j'aimerais m'appesantir le plus, c'est Le Tour d'écrou, que j'ai lu dans le cadre du Pumpkin. Là encore, on a un réel jeu sur les codes et les subjectivités. Le schéma est classique, on a une jeune femme qui ne connaît pas grand-chose à la vie, qui est gouvernante et qui va être embauchée par un quadra célibataire dans son manoir pour qu'elle prenne soin de la marmaille. Sauf que cette fois-ci, le proprio est absent. Elle en est amoureuse, évidemment, en l'espace de 3 secondes, mais il lui fait promettre de s'occuper des enfants et de ne surtout le déranger pour rien au monde, de pas lui écrire, que ce soit pour des nouvelles ou des questions, il lui fait confiance, elle se débrouille avec ses neveux. Et cette femme donc va devoir s'intégrer, va devoir apprivoiser les enfants et la maison, et elle va être confrontée au fantôme de l'ancienne gouvernante et de son amant,
qui vont essayer de corrompre les enfants. Bon, je vous le dis clairement, on saura jamais si c'est du surnaturel ou si elle se fait son film dans sa tête. Et la force du récit, c'est que justement, on n'a pas de réponse ou de précision aux différents crimes commis. Donc en tant que lecteur, on est dans une position extrêmement inconfortable, mais vraiment ingénieuse de la part de l'auteur, qui est de nous mettre face à notre propre imagination sordide et à notre propre voyeurisme. Parce qu'au fond, vouloir des réponses, c'est vouloir avoir la confirmation que nos pires idées sont vraies. Pour moi, c'est un tour de force, et non d'écrou, de l'auteur qui raconte une histoire typique, tout en laissant plusieurs interprétations possibles, et en mettant le lecteur face à ses responsabilités. Vous imaginez bien que ça a fait couler de l'encre, tout le monde y va de « moi j'ai la preuve que c'est plutôt surnaturel, moi j'ai la preuve que c'est dans sa tête », mais au fond, personne ne sait. Et les critiques de l'époque, qui étaient franchement assez prudes, ont été vraiment secouées par ce rôle que nous devons jouer dans l'histoire et qui est désagréable, tout en étant jouissif parce que c'est brillant. À dire que le livre est horrible, qu'il était totalement immoral, alors qu'en soi, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien dans le livre. Ça reflète ce que nous, on imagine en tant que lecteur. Et Oscar Wilde en disait que c'était une petite histoire venimeuse. Je trouve que ça résume assez bien. Il fallait essayer de conclure un peu tout ça. Je pense qu'on peut dire que le manoir c'est chouette, vive le 19e siècle. Non, plus sérieusement, si vous voulez vous plonger vraiment dans le manoir, moi j'ai l'impression qu'un bon parcours c'est de commencer par Jane Eyre, puis de lire Le Tour d'écrou, puis La Maison hantée. En même temps, vous vous regardez Sharp Objects et Crimson Peak, et les autres. Et en cuisinant ou en faisant le ménage, vous écoutez Stéphanie Sauger. Franchement là, à mon avis, vous êtes bien. Moi, je vais aller boire 3 litres d'eau et manger un muffin, parce que les muffins, c'est la vie. Salut!